Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. L'Union européenne a annoncé le lancement d'une procédure d'arbitrage contre les restrictions commerciales et d'investissement de l'Algérie. Bruxelles vise ainsi à rétablir les droits des exportateurs et des entreprises de l'Union européenne opérant en Algérie qui sont lésés par ces restrictions. Le site de la Commission européenne réitère que le commerce et les investissements avec l'Algérie sont devenus de plus en plus difficiles pour les opérateurs économiques de l'Union européenne en raison d'une série d'obstacles érigés par les autorités algériennes depuis 2021. Ces obstacles incluent, selon Bruxelles, un système de licence d'importation équivalent quasiment à une interdiction d'importer pour certains produits, une interdiction totale d'importer des produits en marbre et en céramique, un plafonnement de la participation étrangère au capital des entreprises important des biens en Algérie, ainsi que des exigences de réenregistrement contraignantes et une politique globale de substitution aux importations. La même source fait savoir que les consultations demandées en juin 2024 afin de trouver une solution mutuellement acceptable n'ont pas abouti. Et de ce fait, la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage constitue la prochaine étape de la procédure de règlement des différends. Par ailleurs, l'Union européenne s'est dite préoccupée par ce qu'elle qualifie d'obstacles supplémentaires mis en place par l'Algérie, ciblant spécifiquement les entreprises et les exportateurs français. Ces obstacles, assure Bruxelles, font l'objet d'un suivi attentif et continueront d'être évoqués avec l'Algérie. De son côté, l'Algérie a exprimé sa surprise suite au lancement par l'Union européenne de la procédure d'arbitrage contre les restrictions au commerce et à l'investissement. Dans un communiqué rendu public hier, M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, a qualifié cette décision de hâtive et d'unilatérale. Dans le communiqué, on apprend que le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a adressé une correspondance officielle à la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dans laquelle il a exprimé son étonnement concernant la procédure d'arbitrage lancée par la Direction générale du commerce relevant de la Commission européenne. Il faut rappeler que l'Algérie exporte du pétrole et du gaz vers l'Europe, d'où elle importe des produits agricoles et industriels, ainsi que des services. Il est important de préciser que l'Europe se dirige vers la transition énergétique ou l'énergie renouvelable, car l'Union européenne souhaite atteindre la neutralité carbone, comme convenu lors de la dernière conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. La question qui s'impose: qu'est-ce qu'on produit à part les énergies fossiles? Les observateurs s'accordent à situer le plus grand échec de l'Algérie de ces 20 dernières années dans son incapacité à s'affranchir de sa dépendance chronique aux hydrocarbures. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, Union européenne, le bras de fer se durcit. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Dr Hassan Hirish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulfillah. Bonsoir Nassar, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à votre équipe. Et bonsoir à Elias Jubaili, je crois que c'est bien lui que j'ai vu furtivement. Et merci de m'offrir votre plateau pour exprimer mes idées. Ah ben, on est très très content de vous avoir, Dr Hassan Hirish, ce soir. Et vous l'avez annoncé, bien sûr, il sera avec nous, notre ami Elias Jubaili.
ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris, pour l'instant juste par téléphone, espérons donc régler son problème de Skype. Elias Jubaili, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, on a perdu Elias Jubaili. En tous les cas, on va essayer de régler ça très rapidement, donc la connexion avec Elias Jubaili. On va commencer avec Dr Hassan Hirish. Donc, mais avant de vous donner la parole, Dr Hassan Hirish, on va essayer de revenir un peu sur les titres des journaux qui ont réagi, mais aussi au communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et on va commencer avec l'APS. L'APS qui titre l'ouverture d'une procédure arbitrale unilatérale par l'Union européenne, l'UE. L'Algérie exprime sa surprise, donc a titré l'APS. Et on revient à l'agence Ecofin. Agence Ecofin, donc, qui a titré Commerce et investissement, l'Union européenne, l'UE, lance une procédure d'arbitrage contre l'Algérie. Algérie Eco. Un autre titre, donc l'Union européenne engage une procédure d'arbitrage contre les restrictions commerciales imposées par l'Algérie. Et l'agence Anadolu qui a titré aussi l'Algérie exprime sa surprise suite au lancement unilatéral d'une procédure d'arbitrage par l'Union européenne. Donc l'agence Anadolu. Et on termine avec le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, donc, qui a été publié hier. Voilà, donc on est en train de voir le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien et qui est donc bien sûr a exprimé son étonnement par rapport à la décision de l'Union européenne ou de la Commission européenne donc d'ouvrir donc une procédure d'arbitrage contre les restrictions commerciales et d'investissement de l'Algérie. Dr Hassan Hirish, je vais commencer avec vous, bien sûr. On a juste fait défiler quelques titres par rapport à notre thème de ce soir. D'abord, on va regarder cette petite vidéo. C'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères sent by tous nos amis de la régie. Donc, on va regarder cette petite vidéo et je reviens juste après à nos invités. Je vous disais tout à l'heure, la Direction générale du commerce de la Commission européenne a notifié aux autorités algériennes compétentes l'ouverture d'une procédure d'arbitrage sur ce qui est présenté comme étant des restrictions au commerce et à l'investissement contraires à l'accord d'association liant l'Algérie et l'Union européenne. Et en réponse, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a adressé aujourd'hui une lettre officielle à ce sujet à la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas. Dans sa lettre, le ministre d'État a tenu à exprimer la surprise de la partie algérienne face à la décision européenne hâtive et unilatérale de clore à la phase des consultations et de déclencher une procédure arbitrale alors même que seules 2 réunions de consultation ont été tenues sur une courte période de 2 mois et que 6 des 8 contentieux soulevés par la partie européenne étaient en voie de règlement. Ahmed Attaf a souligné que rien dans l'évolution des consultations constructives et sereines ne justifiait une interruption aussi abrupte du dialogue, d'autant que la partie algérienne avait présenté des propositions concrètes sur les 2 autres points de divergence, sans que celle-ci n'ait reçu une réponse formelle de la part de son homologue européenne. En outre, Ahmed Attaf a mis en évidence le caractère unilatéral de la démarche européenne, qu'il juge contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de l'accord d'association, notamment ses articles 92 et 100. Il a en particulier regretté que la partie européenne semble avoir agi comme si le Conseil d'association, organe décisionnel central de l'accord, n'existait plus. Le ministre d'État a rappelé que c'est au Conseil d'association et à lui seul qu'il appartient Voilà donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien que nous avons vu là dans cette petite vidéo. Dr Hassan Hirish, je commence cette émission avec vous, bien sûr,
quelle est votre réaction par rapport donc à ce bras de fer qu'il y a entre l'Union européenne et l'Algérie concernant donc les restrictions commerciales et d'investissement de l'Algérie? On parle d'un lancement d'une procédure d'arbitrage par la Commission européenne, donc l'Union européenne. Votre réaction, Dr Hassan Hirj? Ma première réaction, c'est que cet épisode ne doit en aucun cas être une partie de bras de fer, ni du côté algérien, ni du côté européen. Je pense que la situation internationale se prête malheureusement beaucoup plus au conflit qu'au règlement, on va dire, pacifique, aux ententes entre les États ou entre les groupes d'États. Donc il va de soi que c'est un épisode qui peut dégénérer, encore une fois, comme ont dégénéré les accords entre la France et l'Algérie. Et il faut se poser aussi des questions. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas justement une influence d'une partie française qui pousserait l'Europe justement à gêner d'une façon ou d'une autre les rapports avec l'Algérie? Une façon de faire pression pour régler des dossiers épineux, sensibles et souvent d'ailleurs beaucoup plus liés à la susceptibilité que aux réalités dans les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, il faut se méfier évidemment de réfléchir en noir et blanc, de façon totalement binaire, parce que très souvent c'est le cas, et malheureusement des deux côtés. Donc, il y a eu des accords d'association. Avant de venir au dossier dont vous soulevez la problématique, je dois rappeler qu'il y a dans la convention entre l'Europe et l'Algérie un article 2 qui stipule que cette association entre l'Algérie et l'Europe doit évidemment respecter les droits de l'homme, doit respecter un certain nombre de libertés, aussi bien culturelles, journalistiques, politiques, ainsi de suite. Or, nous avons attiré l'attention de l'Europe depuis 2001, lorsqu'il y a eu 128 jeunes Kabyles qui ont été assassinés par la gendarmerie algérienne. Et l'Europe n'a jamais bougé le petit doigt. Et ça a été aussi le cas entre l'Europe et Israël. Un certain nombre de militants pro-palestiniens ont évoqué cet article 2 pour que justement cesse la répression, le génocide perpétré par Israël sur la bande de Gaza et en Cisjordanie. Malheureusement, l'Europe n'a pas élevé le ton, n'a pas élevé la voix justement pour qu'Israël respecte cet article 2. Donc, il est étonnant que ça soit un problème de marchandises qui aboutit justement à ce que l'Europe élève le ton vis-à-vis de l'Algérie. Donc, on voit bien qu'il y a une marchandisation des rapports politiques entre les deux rives de la Méditerranée et que l'homme compte moins, l'être humain compte moins. C'est beaucoup plus les flux de marchandises, les flux financiers qui importent. Donc voilà, cette parenthèse faite, Sinassar, vous m'en excusez, il va de soi que l'Algérie, d'abord il faut le rappeler, l'Algérie avait demandé une révision de ces accords parce que ils sont, il faut le reconnaître, asymétriques. Parce que l'économie algérienne, évidemment, n'a pas le poids qu'a l'économie européenne. Donc, les échanges sont inégaux et les accords ont été signés dans une situation où l'Algérie était beaucoup plus en état de faiblesse qu'autre chose. Donc, c'est tout à fait légitime
que l'Algérie se méfie du fait que l'Europe impose effectivement un certain nombre de marchandises qui pourraient nuire à la production locale en Algérie et que il appartient à notre pays justement de veiller à ce que la production nationale soit préservée et d'autant plus qu'encore une fois, les rapports sont totalement asymétriques et donc nous n'avons pas les moyens de production, ni les moyens financiers, ni la formation, ni la technicité que l'Europe a. Donc, et fait aggravant sur ça, c'est que l'Algérie n'a pas réussi, malheureusement, à sortir de la simple économie rentière, à savoir essentiellement le gaz, le pétrole et puis les produits dérivés des hydrocarbures. Et on n'a pas diversifié effectivement la production pour pouvoir justement diversifier les exportations, d'autant plus que des acteurs comme Cevital, dirigé par M. Brab Issad, qui est un grand nationaliste et qui voulait absolument qu'il y ait une diversification justement de la production algérienne, avait fait un certain nombre de propositions au niveau, par exemple, de la construction d'un port, au niveau d'une usine de produits oléagineux, au niveau d'un certain nombre de produits que M. Brab avait projeté de produire en Algérie avec des transferts de technologie à la clé. Malheureusement, il a été bloqué par les pouvoirs publics et des centaines de millions qui auraient pu être comment dire, d'exportation vers l'Europe ont été empêchés. Donc, c'est une configuration qu'il faut revoir en entier de façon à ce que l'Algérie puisse se défendre dans ce que vous avez appelé un bras de fer. Et j'espère que ce ne sera pas un bras de fer. J'espère que l'intelligence va plutôt présider aux relations entre les deux rives de la Méditerranée. Très bien. Reste avec nous, docteur Hassan Hirish. Elias Djbaili nous a rejoint. Je pense qu'il est avec nous. Elias Djbaili, bonsoir. Je rappelle que vous êtes ingénieur, économiste et aussi militant politique. Elias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation et je salue mon ami Hassan Hirish et toute l'équipe de Magharibiya qui assure la couverture et bien sûr sans oublier tous nos auditeurs qui nous suivent de près et de loin. Encore merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment peut-on lire donc cette décision concernant donc Dr Hassan Hirish est en train de dire, j'espère que ce n'est pas un bras de fer qui est entre l'Algérie et l'Union européenne. L'Union européenne, bien sûr, qui a lancé une procédure d'arbitrage contre les restrictions commerciales et d'investissement donc en Algérie, mais aussi elle a soulevé elle s'est dite préoccupée par ce qu'elle qualifie d'obstacles supplémentaires mis en place par l'Algérie, ciblant spécifiquement les entreprises et les exportateurs français. Ces obstacles, assure Bruxelles, font l'objet d'un suivi attentif et continueront d'être évoqués avec l'Algérie. Mais aussi du côté d'Alger, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, et on peut lire ce communiqué, l'Algérie a été surprise suite au lancement donc par l'Union européenne de cette procédure d'arbitrage, mais aussi elle qualifie cette décision de hâtive et d'unilatérale. Votre réaction, Elias Djbaili, par rapport donc à cette situation, Dr Hassan Hirish est en train de dire que l'Algérie avait demandé donc de la révision de ces accords, mais la question qui se pose aussi, est-ce que l'Union européenne est dans son droit donc de lancer cette procédure d'arbitrage et comment vous voyez les choses évoluer par rapport à cette situation? Tout d'abord,
un accord d'association, dans un accord d'association, il y a des articles, il y a des clauses, et par conséquent, il y a des engagements qui doivent être respectés de part et d'autre. La relation entre l'Algérie et l'Union européenne, ou plus précisément, il faut dire comme ça, les partenaires européens, parce que l'Algérie, elle travaille avec certains partenaires européens, notamment la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, des très grands pays exportateurs qui représentent à eux seuls une force exportatrice et une grande force économique en Europe. Au-delà des thématiques et des sujets sensibles comme l'énergie, comme la logistique, comme l'agro-industrie, il faut que le pouvoir algérien comprenne une chose, il y a un nouvel équilibre qui se joue. C'est-à-dire on est dans un contexte mondial qui ne laisse plus place aux ambiguïtés et plus place de dire je suis surpris par une décision unilatérale, je suis surpris par une décision irrévocable, hâtive. Il faut être dans l'anticipation. C'est ça ce qu'on appelle la politique moderne. C'est l'être dans l'anticipation. Ce qu'on appelle c'est le préventif. Malheureusement, les autorités algériennes ne l'ont jamais compris. Certes, ils ont demandé la révision de cet accord, mais moi je dirais que la balle était entre les mains du pouvoir algérien. Pourquoi ? Parce qu'entre le réalisme italien et les appétits et les demandes énergétiques allemandes et surtout les incertitudes françaises, il y avait une place pour que l'Algérie se place entre ces trois et essaye un petit peu d'imposer et je veux dire de trouver sa place économique. Parce que l'Algérie, qu'on le veuille ou non, c'est notre pays, elle a été toujours cantonnée, je dis bien cantonnée, soit dans un rôle de logistique, soit dans un rôle de fossile, en fait. Soit, c'est-à-dire, c'est un pays qui est reconnu par exportateur à 98%, ça veut dire une économie rentière, et le marché libre, il ne s'accommode jamais avec une économie rentière, et aussi de logistique. Donc, c'est-à-dire que l'Algérie n'a pas profité, parce que l'Europe, qu'on le veuille ou non, elle est fragilisée par la baisse des flux russes, suite à la guerre russo-ukrainienne, les tensions sur le marché du gaz liquéfié et la pression surtout sur la transition énergétique, et qui cherche désespérément des garanties. Or, il faut dire les choses, l'Algérie est incapable, c'est parce que nous n'avons pas c'est pas question de décideurs et de compétents aussi. La compétence, elle s'amenuise en fonction du temps. Être diplômé, ne pas exercer, on peut rien avancer. Rien. C'est-à-dire, les grands diplômés en Europe, ils sont diplômés, mais ils exercent. C'est ça la question. Quand on est diplômé et n'arrive pas à exercer, on arrive aussi à exercer de façon idéologique, on n'avance pas. Je pense que l'Algérie, elle a le droit de demander des révisions de l'accord. Mais l'Union européenne, et surtout les partenaires européens, ils sont prêts à accompagner l'Algérie dans les réformes. Et d'ailleurs, c'est M. Meptol, professeur Meptol, expert, consultant international au cadre de Sonatrach, que j'ai invité sur Alternative, et que c'est monsieur, je veux dire, qui accorde des interviews Africa News Economics et certaines thématiques, à chaque fois, il demande de lui, aux autorités algériennes, je veux dire, d'opter pour les réformes. Maintenant, vous n'allez pas me dire c'est pas le sujet, c'est parce que les exportations. Donc c'est normal, au fait, quand un accord, il y a libre-échange, mais là, on voit bien la réduction des importations. Lyes Jubaili, je m'excuse. Ce que vous êtes en train de dire est très important parce qu'on va revenir aussi sur la question, ça a été soulevé par Dr Hassan Hirish, qu'il y a si on peut dire, ces accords ne sont pas favorables pour l'Algérie. Et ça a été soulevé par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, par rapport à cette question. Et on aimerait juste l'entendre dans ce passage, dans cette petite vidéo, et j'aimerais avoir votre réaction, Lyes Jubaili, parce que c'est très important pour comprendre exactement. Est-ce que l'Algérie a un point d'un côté ou de l'autre côté aussi? Vous êtes en train de dire que malheureusement l'Algérie n'a pas profité pour faire des réformes, pour faire avancer les choses, pour avoir
ouverture politique, si on peut dire, puisque Dr Hassan Hirsch aussi a parlé de cet article 2 de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne et qui stipule, je le cite là, le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc constitue un élément essentiel du présent accord et oriente les politiques internes et internationales des deux parties. D'abord, on va écouter Ahmed Attaf dans ce passage. الجزائرية لأوروبا ستمنع من الدخول إلى السوق الأوروبية بهذا المبرر المناخي. عندنا هذا، وعندنا الجزء الثاني هو أشمل، أن الاتفاقية ليست لصالح الجزائر. أنا كنت في مناسبة من قبل أعطيت لكم الأرقام لتوضح لكم يعني هذا الاختلال في هذه الاتفاقية، وهي مضرة ومضرة جدا. أنا قلتها des Européens، قلت لهم c'est un boulet au pied de l'économie algérienne. Voilà, c'est très clair, les déclarations d'Ahmed Attaf, il dit que, il l'a dit aux Européens, c'est un boulet pour l'économie algérienne, au pied de l'économie algérienne. Votre réaction, Lies Djubail? Mais bien, maintenant, je veux dire, on va revenir toujours au point initial. Tant que les réformes structurelles n'ont pas été faites, l'Algérie économiquement ne peut pas avancer. Je veux dire, l'Europe comprend que le partenaire avec l'Algérie exige respect mutuel et engagement réel, c'est important. C'est quoi un contrat? C'est quoi un partenariat avec un pays? C'est l'exige le respect mutuel et l'engagement réel, un engagement réel. Je veux dire, l'Algérie est en train de répéter les erreurs du passé, au risque de voir d'autres puissances prendre la relève. C'est-à-dire, vous allez bien me dire, mais comment la patience a des limites. L'Algérie a été ajournée ou refoulée ou refusée ou son adhésion a été rejetée au sein des BRICS. C'est parce qu'on ne voulait pas d'un boulet. Il faut dire les choses. On ne voulait pas d'un boulet au sein des BRICS. Parce qu'au sein des BRICS, vous avez des pays qui sont producteurs, l'Iran, qu'on le veuille ou non, malgré les sanctions internationales, mais c'est un pays qui est autosuffisant. C'est un pays autosuffisant. Il a démontré durant la guerre israélo-iranienne. Il a montré qu'il est capable de relever le défi sur le plan scientifique, technologique, sur le plan alimentaire. D'autres pays aussi. Même l'Éthiopie, dans les années 80, où il y avait certains grands chanteurs américains qui ont fait « We are the world ». Mais l'Éthiopie, c'était une grande puissance qui se développe. Nous, on n'a pas su développer. Le temps passe. Je vous ai dit dès mon introduction, il n'y a plus de place dans l'ambiguïté dans ce monde. Monsieur Attaf, il dit que c'est un boulet. Mais vous allez exporter quoi en Europe? Vous allez exporter quoi? Vous exportez 98% en dehors, je veux dire, des hydrocarbures. Qu'est-ce que vous allez exporter? Moi, quand je vois certains patriotes qui disent que Trump, il va imposer les droits de douane de 30%. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va exporter? Arrêtez de faire des exportations algériennes, rien. Le problème maintenant, c'est qu'il faut qu'on atteigne notre autosuffisance alimentaire, énergétique, économique pour pouvoir rebondir. Il y a des schémas qui sont clairs. Il y a le schéma de Singapour, il y a les schémas sud-coréens des années 70 qui a réussi, il y a certains schémas comme le Botswana. Il faut voir cette Afrique anglophone qui a réussi. Il faut voir ce Rwanda qui était aussi dans les années 90 aussi, qui étaient à la queue, mais quand même qui ont réussi à se surpasser. Nous, c'est le mal hollandais. Le mal hollandais, c'est quoi? Nous avons du pétrole, nous n'avons pas su développer nos infrastructures. C'est les réformes structurelles, il y a un partenariat. L'Algérie, peut-être, elle peut être lésée, mais aussi il y a certains articles dont M. Hirsch, Hassan, il vient de le dire, l'article 2. L'article 2 est très important. Il est aussi important que les autres articles. C'est le respect des droits humains. C'est c'est la liberté de l'expression. C'est la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de conscience. C'est la liberté de bouger. C'est la liberté de réunir et de faire des débats. Mais cet article 2, il est complètement passé à la trappe. Mais l'Union européenne,
elle voit le Parlement européen. Parce que le Parlement européen, c'est les peuples. Ils sont regardants, ils écoutent leur peuple. Il y a un peuple algérien qui diminue de ses droits. Vous savez, il n'y a pas de démocratie. Donc, vous savez, l'économie et la démocratie et la liberté, c'est un triptyque, on va dire, c'est une triangulaire qui se retrouve. Non, nous avons loupé, non seulement sur le plan politique, non sur le plan de la réforme du système politique en Algérie, mais aussi sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan identitaire, ainsi de suite. Et tout ça, ça fait, je veux dire, un échec cuisant que les autorités algériennes, il n'est jamais trop tard pour bien faire, doivent revoir leur copie, tant sur le plan politique et aussi sur le plan économique. Très bien. Restez avec nous, Lias Jubaili. Docteur Hassan Hirsch, je reviens vers vous. D'abord, on va regarder donc ce petit reportage de Algérie 24, la chaîne donc étatique algérienne, sur donc cette question. الأمور أصبحت أكثر وضوح الآن. الأوروبيين لم يستسيغوا المقاربة الجزائرية والدعوة الجزائرية لتأسيس لشراكة وفق للمنفعة المتبادلة، والأوروبيين لم يستسيغوا لحد الآن أن الجزائر اليوم، جزائر 2025 تختلف عن جزائر ربما 2002 و2003 و2005 أين أبرم اتفاق الشراكة وتم البدء في تنفيذه. جزائر تلك الفترة كانت أكثر ضعف، خرجت من أزمة سياسية وأزمة أمنية حادة، كانت متخمة بالديون. الجزائر الآن أكثر قوة، حقق لديها مديونية صفرية. الجزائر لديها شراكات وأكثر من شراكات، لديها أوراق رابحة. الأسبوع الماضي فقط تم عقد اتفاق شراكة مع مجموعة آسيان الآسيوية. إذن الأوروبيين وعلى رأسهم الفرنسيين لم يستسيغوا رغبة الجزائر في التأسيس لاقتصاد منتج، اقتصاد حقيقي، اقتصاد متنوع. هم يبحثون عن اللقاء مع الجزائر كسوق أو بازار كبير للقمح الفرنسي وللسيارات الأوروبية. إذا أعتقد بأن الأمور أصبحت أكثر وضوحا، وحتى البيان المفوضية الأوروبية تحدث عن خسائر كبيرة نتيجة لقيود بين. Voilà, donc cet expert économique est en train de dire que l'Algérie de 2025 est différente de l'Algérie de 2002 ou 2005 et que l'Algérie donc a changé. L'Algérie a diversifié son économie, l'Algérie a des partenaires, il n'y a pas que l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Hassan Hirsch? On est toujours dans cet argument, donc, et là, l'analyste en question donc, a pointé du doigt, si on peut dire, la France, qui pour lui ne veut pas accepter que l'Algérie a changé, que l'Algérie donc est différente et que l'Algérie ne veut pas être un bazar pour l'Europe. Est-ce que vous pensez que c'est ça le problème par rapport à ces accords qu'il y a entre l'Algérie et la France, ou bien au contraire, l'Algérie n'a pas profité de l'occasion, donc quand il y avait les prix des hydrocarbures qui ont donc été en sa faveur pour diversifier son économie, pour faire des réformes politiques, des réformes économiques, et qu'on ne peut pas donc dire c'est toujours la faute des autres. Hassan Hirsch. Vous savez, quand il y a un problème de cette taille, il ne faut jamais le regarder d'une seule lorgnette. Il faut vraiment avoir le regard très large, voir tous les faisceaux justement qui puissent éclairer cette situation, en prendre compte. Je pense que ça ne sert à rien de bomber le torse et de dire que finalement, nous, on a fait tous les progrès possibles et imaginables. Etc. Vous savez, quand il y a un problème entre deux partenaires, ce n'est jamais la faute d'un seul. C'est toujours, évidemment, une relation systémique, que ce soit entre deux pays, entre deux ensembles, entre deux personnes, entre deux associations, entre deux groupes, entre deux partis, ainsi de suite. Donc, il faut se poser un certain nombre de questions sérieuses de façon adulte, et il faut sortir déjà de la susceptibilité et avoir une position, encore une fois, sereine
et voir quels sont les intérêts de l'autre. Tant que on se pose pas la question de comment peut réagir l'autre quand on a un certain nombre d'actions, de positions, quand on prend un certain nombre de décisions et ainsi de suite. Je pense que si on se pose pas la question de comment peut réagir l'autre, évidemment, on peut se tromper, on peut éventuellement agir dans un intérêt qui n'est pas réciproque et qui peut rester égoïste. Donc, il faut se poser la question de qu'est-ce que veut l'Europe. Bien sûr, vous allez me dire, il y a l'accord d'association et comme disait à juste titre Elias Jbeli, un certain nombre d'articles. Ça fait très longtemps que j'ai lu cet accord-là, donc je me souviens pas des détails. Mais à l'époque, je l'avais épluché article par article. Donc, grosso modo, l'Europe veut déjà un accès au marché algérien, un accès à ses produits, un accès à ses services et évidemment une possibilité d'expatrier ses bénéfices et évidemment de pouvoir investir dans tous les domaines. Y compris les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, qui sont évidemment des domaines régaliens pour l'Algérie, qui sont des domaines sensibles, mais on voit très bien qu'il y a des pays qui sont privilégiés de ce côté-là, notamment l'Italie, notamment la Chine, la Turquie. Donc pourquoi pas la France, pourquoi pas le Royaume-Uni, pourquoi pas les autres pays européens. Donc évidemment, donc les Européens cherchent à se positionner de façon non seulement diversifiée sur le marché algérien, mais aussi à se positionner de façon pérenne. Et l'Europe aussi a un certain nombre d'obligations qui répondent aux droits européens, notamment en matière d'environnement, social, mais aussi écologique, d'environnement au niveau juridique, etc. Donc on met aussi au niveau éthique. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de domaines pour ces caractéristiques-là où l'Algérie, comme disait Elias Jbeli, n'est pas encore à la hauteur pour les raisons que nous avons débattues à plusieurs fois sur votre plateau, notamment en matière de liberté politique, en matière de formation, en matière effectivement de respect du droit, de changement de règles, en matière de fiscalité, ainsi de suite. Donc l'Europe veut une coopération évidemment en matière de sécurité au niveau de la migration, au niveau de sécurité contre le terrorisme, sécurité, comme je le disais, au niveau des textes de loi, au niveau aussi du partenariat, au niveau des interlocuteurs. Moi, je l'ai dit, je crois, à 2 ou 3 reprises sur votre plateau quand vous m'avez interrogé. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les grands groupes européens, notamment français. Et souvent, on me dit, Monsieur Hiresh, on n'a pas d'interlocuteur stable, on ne sait pas exactement à quel sens se vouer. Est-ce qu'il faut s'adresser au wali, au ministre, au chef de région, ainsi de suite. On ne sait pas trop. On nous renvoie d'un service à l'autre, d'une personnalité à l'autre, on ne sait pas exactement qui signe, qui doit signer. On a des personnes qui viennent pour des pourparlers, mais qui abandonnent en cours de route pour nous dire que finalement ça ne dépend pas de lui et qui nous renvoie à un certain nombre d'autres acteurs, etc. Donc tout ça évidemment doit être réglé de façon définitive et de façon sérieuse par l'Algérie, mais aussi l'Algérie a des griefs. L'Algérie estime souvent à juste titre que l'Europe n'a pas suffisamment mis la main à la poche, n'a pas investi dans des secteurs comme l'agriculture, comme l'intelligence artificielle, comme l'industrie automobile, comme beaucoup de secteurs qui répondent aux besoins des Algériens, des besoins cruciaux, notamment
au niveau de l'agroalimentaire, il n'y a pas un accompagnement suffisant de l'Europe, il n'y a pas de transfert de technologie tel que espéré par les Algériens. Et il y a des conditions d'échange, je vous le disais tout à fait au départ, qui ne sont pas forcément équitables, mais il va de soi, et je suis tout à fait d'accord que l'Algérie aussi doit travailler de son côté, notamment au niveau de la chute du dinar, au niveau il y a aussi des délais de paiement et beaucoup de facteurs en tout cas qui bloquent des relations sereines et qui puissent aller de façon gagnant pour les deux parties. Donc moi je dirais que un des secteurs fondamentaux que devrait travailler l'Algérie, c'est surtout le secteur de la formation, aussi bien universitaire, scolaire, mais aussi la formation permanente, la formation professionnelle, et qui puisse justement être capable de bénéficier de ce que peut apporter l'Europe. Très bien. Donc voilà, on peut revenir sur d'autres sujets. Très parce bien. Reste avec nous. Reste avec nous, Dr Hassan Hiresh. Lies Jubaili, l'Union européenne donc, a parlé des obstacles, et parmi ces obstacles, selon Bruxelles, un système de licence d'importation équivalent quasiment à une interdiction d'importer pour certains produits. D'abord, on va écouter ces déclarations du ministre du Commerce, M. Rezig, et je reviens à vous juste après. Lies Jubaili. 2027 راح نتجاوز البي في تاعنا 400 مليار دولار، وان شاء الله في نهايه 2029 ستكون الجزائر الاولى او الثانيه اقتصاديا عندما نتجاوز ان شاء الله 500 الى 600 مليار دولار، وهكذا نرجع الى مكانتنا الحقيقيه. احنا ما نحبوش نكونوا طروازيام كاتريام عيانه، احنا الجزائريين من طبع يحب دائما يكون فوق في العلالي في الصباح. فوالا ليش جبايلي احنا ما نحبوش الجزائر، يعني الجزائري ما يحبش يكون طروازيام كاتريام، الجزائري يحب يكون في العلالي. On annonce des chiffres comme ça de 500-600 milliards de dollars de PIB d'ici 2028, mais aussi ces obstacles qui ont été mentionnés par la Commission européenne. On parle donc d'un système de licence d'importation équivalent quasiment à une interdiction d'importer pour certains produits donc qui viennent, ou une interdiction totale d'importer des produits, donc de quelques produits qui viennent de l'Union européenne. Votre réaction d'abord par rapport à ces obstacles, mais aussi à ces déclarations du ministre du Commerce, M. Rezig. Tout d'abord, avant de répondre rapidement, cher Nasser, par rapport à ce que disait l'expert économiste algérien, disait que les Européens voient en Algérie un marché déversoir. C'est nous, c'est l'Algérie qui a donné l'occasion aux Européens de la regarder, de la contempler, de l'admirer comme un marché déversoir. On vient, on déverse les produits, on prend ses devises et on repart. La preuve que l'usine Renault qui a été construite en Algérie et qui était destinée à construire, elle a coûté la bagatelle de 1 milliard, je dis bien 1 milliard d'euros, alors que celle au Maroc, elle a été construite la moitié et qui générait 450 000 véhicules, non seulement pour la consommation locale et pour l'exportation, et nous pour 1 milliard de dollars pour produire 25 000 véhicules. Donc, au fait, c'est nous qui avons fait de notre pays un marché déversoir. C'est nous qui n'en pas su comment structurer les réformes. Tout d'abord, et on peut parler de ça, les dernières réformes concernant donc les petits importateurs, ce qu'on appelle nous Shab el-Kaba. Justement. Regardez ce qu'il a fait, M. Rezig. Je ne sais pas si nos compatriotes, ils ont remarqué. Est-ce que vous savez qu'en dehors de ces chiffres un peu farfelus qui nous annoncent un PIB en 2027, troisième puissance, franchement, il n'y a rien à signaler, il vaut mieux avancer parce que là, on est dans du populisme notoire. Moi,
ça me fait mal par rapport à mon pays, pas par rapport à cette personne, c'est par rapport à mon pays qui a tant d'économistes lumineux, il y a tant de compétences, que l'Algérie a produit de grandes compétences internationales. Il faut dire les choses, de grandes compétences, bien affirmées, qui travaillent dans des cabinets d'audit, qui travaillent dans des joint ventures, qui font des fusions entre des grands groupes internationaux. Et quand vous entendez qu'en 2029, vous allons être 3e puissance économique, alors qu'on est incapable de faire ce qu'on appelle la transition numérique, c'est ça en fait. La question, on n'a pas su de faire il n'y a pas une exportation qui est claire, diversifiée. L'Algérie n'a pas su se transformer en véritable acteur de diversification économique. On est resté cantonné à vendre du pétrole et à regarder les écrans des ordi, le tarif du pétrole et la bourse, le CAC 40 et le baril de brin de Londres. Le problème de notre pays, le problème de notre pays, c'est que nous n'avons pas su structurer les choses. Vous savez, est-ce que ce ministre de l'économie, il a interdit, regardez-moi bien, il a interdit une activité qui courante dans tous les pays du monde, même en Corée du Nord, l'activité, ce qu'on appelle la revente des produits non finis. Il a interdit, c'est-à-dire en Algérie, vous ne pouvez pas revendre un produit dans l'État. Vous n'avez pas le droit de le revendre. En parallèle, ils ont légalisé ce qu'on appelle, les cabas. Vous savez, les cabas, au fait, c'est que on légalise l'informel. Vous savez, ces importateurs avec des cartes entrepreneurs, moi, je me réjouis. Mais c'est une solution précaire. Les jeunes ont besoin de travail. Les jeunes, ils ont besoin d'une agence nationale pour l'emploi. Les jeunes, ils ont besoin d'une formation continue. Les jeunes, ils ont besoin de création d'entreprises. Il y a un jeune qui m'a appelé d'Algérie, il m'a écrit, il m'a dit, vous savez, j'ai monté une entreprise, je peux pas, parce qu'on n'arrive pas à avoir des véhicules commerciaux, c'est bloqué. Quand vous bloquez les véhicules commerciaux, comment voulez-vous que l'entreprise s'en suive? Parce que le logistique, le fret terrestre, ferroviaire, aérien fait partie de cette économie. Quand on nous annonce aussi une allocation de 750 €, je n'ai jamais vu le jour venir de cette allocation. Quand on a dit qu'on va importer 1 million de moutons en quelques jours, toutes les fermes de Roumanie ont été mobilisées. Moi, je travaille avec des firmes roumaines. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Même il y a des foyers d'infection, on peut pas aussi livrer les moutons en quelques jours. On nous annonce il y a 15 000. Vous savez, c'est une économie de bazar. C'est pas une économie de haute volée. C'est pas une économie qui est anticipée. Je le redis. Vous savez, quand vous sortez d'une université et vous restez, vous parlez et vous n'exercez pas. Et je comprends, ce monsieur lui dit que j'étais professeur universitaire. Est-ce qu'il a exercé? Est-ce qu'il était dans l'action comme anticipé? Regardez en France, des grandes entreprises ont été sauvées. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui ont été sauvées. Au Japon, des entreprises qui n'ont pas été sauvées. Les PDG ont renoncé à la stock option, ils sont partis. Le monde n'est pas dans l'émotion, le monde n'est pas dans l'affect, le monde, il est dans le réalisme. Et nous, tant que nous n'avons pas atteint le réalisme, tant que nous n'avons pas aussi trouvé une voie pérenne, économique, libre, on ne peut pas. Depuis tant, on nous annonce que le modèle économique algérien était voué à l'échec. Depuis 62 jusqu'à 65, je peux vous dire, cher Nasser, c'était une économie que je considère une économie qui était valable parce que elle était issue d'une économie coloniale. Parce que les colons nous ont laissé, nous ont légué. En 3 ans, il fallait fructifier cette économie. Mais après le coup d'État 65 jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Quand on nous parle les années de Bouteflika, quand vous avez atteint un baril de 140 $, forcément, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et c'est là, il faut profiter de l'occasion pour faire des réformes. Et autre chose, Nasser, ça c'est très important. Vous savez, c'est quoi les réserves de change de la Chine? C'est 3 600 milliards de dollars. C'est 3 600 milliards. Vous savez, nous avons des réserves de change. L'équivalent, on va dire quoi? C'est quoi? Un an d'importation. J'ai toujours dit sur votre plateau, Nasser, attention. J'ai toujours dit sur votre plateau, Nasser, attention, que restreindre l'importation va générer l'inflation, va générer les pénuries. Non, c'est le consommateur local qui
qui va remercier? Et les gens qui vont avec les cabas qui vont faire du trabando, comment ils vont se ravitailler en devises? Et c'est ça la question, parce qu'ils partent à l'étranger. Ils vont se ravitailler au Port Square, donc par la voie officieuse. Merci. Merci beaucoup, Lias Djbaili. Désolé, je vous ai pressé. Docteur Hassan Hirj, 30 secondes pour terminer cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. On me dit qu'on a dépassé le temps. Mais quand Lias Djbaili parle d'un échec concernant donc le modèle économique algérien, il y a quelques jours, on a célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. 63 ans après, on n'a pas pu construire donc un modèle qui est viable, qui est donc moderne, qui peut donc fonctionner comme il faut. Malheureusement, on parle d'échec à tous les niveaux, pas seulement économique. Très rapidement, Hassan Hirj. Oui, tout à fait. Il y a un échec au niveau de l'école. Il n'y a pas adéquation entre l'école et l'économie, l'entreprise. Il y a aussi une corruption endémique qui est allée vraiment avec un coefficient d'accélération affolant depuis maintenant une bonne trentaine d'années, sans compter que la corruption avait commencé avec Zigga du temps de Boumedienne. Et donc, il faut lutter contre tout ça. Et pour lutter contre la corruption qui vraiment bloque le développement de l'Algérie, il faut une liberté de la presse. Il faut qu'il y ait des investigations et il faut une justice totalement indépendante. Il faut que les juges et les procureurs n'aient pas peur d'aller au bout des enquêtes justement contre la corruption. Et il faut réformer l'école vraiment de fond en comble et se poser la question, quelle est l'école d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut pour demain, quels sont les obstacles, quelles sont les ressources. Et je dirais comment faire de l'Algérie un pays d'ingénieurs, parce que je l'ai dit une fois chez vous, pour le moment on a fabriqué une Algérie des imams et nous avons besoin d'une Algérie d'ingénieurs. Merci beaucoup, Hassan Hirj. Vous avez parlé de la liberté de la presse. On a appris aujourd'hui qu'Al-Watan est menacé de disparition. Le journal Watan est menacé de disparition. Merci à vous, Dr Hassan Hirj, économiste et analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Lias Djbaili, ingénieur, économiste et militant politique. Il était avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatakoum Saha. Mkhawa ala khair.